Je n'arrête pas de donner des conférences. Vous voulez avec quelque chose à la main qui donne une certaine contenance. Je n'en reste pas, mais je vais essayer. Donc évidemment, je vous disais que j'étais un petit peu dans le tract, dans le sens où les thématiques qu'on essaye de développer aujourd'hui préoccupent énormément de gens. Si je parle de sobriété heureuse, ce n'est pas parce que c'est une théorie parmi d'autres, ou une thèse de philosophie, ou je ne sais quoi, c'est véritablement quelque chose auquel je crois profondément, parce que je pense que aujourd'hui, l'humanité tout entière est prise dans une problématique qui est une problématique qui peut l'amener véritablement à sa destruction. Nous sommes véritablement en autodestruction. Il ne faut pas tourner autour des choses, c'est une réalité. Parce que quand nous essayons de voir finalement, vous savez, nous venons de réaliser un ouvrage avec Jean-Marie Penn. Il a fait toute une rétrospective sur comment la vie s'est installée sur Terre. Et ce qui a été mis en évidence, c'est que la vie s'est installée sur Terre par coopération et par associativité. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé, disons, tout ce qui est arrivé sur cette planète, est arrivé pour, en fait, rentrer dans un jeu, dans une forme d'harmonie, ou appelons ça une symphonie, si vous voulez, qui aboutit finalement à ce que la vie s'est développée et s'est organisée. Et ça a demandé évidemment quelques milliards d'années. Et il m'a donné à traiter un peu la patate chaude, c'est-à-dire, en fait, qu'en est-il du genre humain? Bon, l'espèce humaine, c'est à peu près 1 minute et demie à 2 minutes sur 24 heures, si nous voulons donner un temps temporel, une mesure temporelle. C'est entre ces 1 minute à 2 minutes du temps temporel, eh bien, nous sommes rentrés, non pas, nous avons instauré, si vous voulez, dans cette réalité, non pas la coopération, mais la dualité. Regardez, vous n'avez qu'à ouvrir la radio, regardez la télévision, et vous allez vous rendre compte que tout entier est duel. Dualité entre les religions, dualité entre les idéologies, dualité pour des territoires, dualité, etc. Et quand cette réalité vivante qui était reliée, eh bien, elle est terriblement fragmentée. Terriblement fragmentée. Quand vous regardez si vous voulez, une photo aérienne, qu'est-ce que vous percevez de la Terre? Elle est une et indivisible. Il n'y a rien contre rien. Mais l'être humain y a imprimé, en quelque sorte, à cloisonner. Et qu'est-ce que c'est que les frontières? Ben, les frontières, c'est un cloisonnement, si vous voulez. Vous avez une espèce de puzzle, comme ça, de territoires cloisonnés. Et ces territoires cloisonnés sont issus de la perception dualiste que l'être humain a de la réalité. Et à partir de cette dualité, si vous voulez, interne, ça s'est formé en une sorte de tribalisme, si vous voulez. Et ce tribalisme, évidemment, est concurrentiel, d'où les frontières. Et quand vous avez les frontières, eh bien, il y a si vous voulez, ça donne un alibi formidable à la défense du territoire. Et la défense du territoire donne un alibi formidable aux armements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute l'humanité est duelle. Et on ne sait absolument pas où on va. C'est-à-dire que de plus en plus, la complexité qui s'installe sur cette planète nous fait nous poser des questions sur quelle est la suite de l'histoire. C'est un certain Fournier qui avait dit très justement, il y a déjà pas mal d'années, que nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. C'est ça et c'est vraiment, ça correspond parfaitement à ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne savons pas où nous allons, effectivement. Organisation, mais nous y allons quand même. Ce qui fait qu'on s'aperçoit, quand on regarde objectivement
c'est que pour produire cette dualité, c'est-à-dire qu'on est en mesure de produire une déflagration mondiale. Cette déflagration mondiale, nous avons aujourd'hui les outils à tuer suffisamment perfectionnés. La bombe atomique, c'est le summum, et ce qui culmine en quelque sorte dans le sens d'une recherche ou d'une activité humaine, ce que le cerveau humain peut produire de plus performant dans le sens de la destruction. Je ne vous apprends rien, ce sont des réalités. Si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour faire savant ou pour vous, ou pour attirer votre attention, vous savez très bien que c'est comme ça que ça s'organise. Alors ça veut dire que l'ensemble de l'humanité, plus que jamais, compte tenu de ce qu'elle est capable de faire en matière de son autodestruction, doit prendre conscience de son inconscience. Parce que nous sommes enlisés dans une forme d'inconscience qui est transformée en norme, et la norme nous installe dans une perception et une vision de la réalité qui est erronée. Et du coup, ce qui est erroné est considéré comme juste. Et du coup, l'humanité tout entière aujourd'hui est confrontée à un problème qui est celle de sa survie ou sa disparition, et surtout qu'elle n'a pas arrêté de transgresser, si vous voulez. Tout au long de son histoire, elle n'a fait que transgresser. Et de transgression en transgression, on arrive aujourd'hui à quelque chose qui pose problème pour le futur et l'avenir. Donc, tout cela, vous le savez, seulement le problème, existe-t-il une solution? Y a-t-il une solution? Y a-t-il une possibilité de changer de cap, de changer d'orientation? C'est là où se pose la question, finalement, changer de cap, mais de quelle façon? Ce n'est certainement pas parce que, même en admettant que toute l'organisation de la société, que tout le monde mange bio, que tout le monde se chauffe à l'énergie solaire, que tout le monde recycle ses déchets, ça n'empêchera pas, on peut recycler ses déchets, manger bio, etc., et exploiter son prochain. C'est pas incompatible. Donc le problème n'est pas de dire parce qu'on va manger bio, la société va changer. Le problème est fondamentalement dans la nécessité absolue et urgente que nous, êtres humains, nous puissions changer. L'un des critères qu'on avait mis, vous savez qu'en 2002, on m'a mis la pression pour que je me présente aux élections présidentielles. J'ai laissé ça à Obama, bon, merci. Alors pourquoi me présenter aux élections présidentielles? Vous me mettez la pression, je disais, mais pourquoi est-ce que je me présenterai aux élections présidentielles? Je n'ai pas d'ambition. Peut-être que j'ai tort, mais je ne crois plus du tout à ces divisions, gauche-droite, et toutes ces opinions qui poursuivent finalement cette division et cette dualité humaine. On poursuit la dualité humaine par des prises de position qui sont des prises de position tribalistes et qui finalement créent des clans antagonistes. Or, ce dont il faut se débarrasser, c'est l'antagonisme justement, parce qu'il faut recréer le lien de l'humanité tout entière. Donc du coup, j'ai essayé de me présenter, et puis je me suis dit, pourquoi faire? Ça ne servira à rien. Alors on a quand même accepté le rituel, si vous voulez, d'aller quitter les signatures. Voilà, il fallait aller chercher des signatures. Alors je me suis dit, si nous arrivons à trouver 3 ou 4 signatures de quelques maires en état d'ébriété, ça sera déjà pas mal. Et finalement, à grande surprise, on a eu presque 200 signatures. Sur quelle base? Nous n'étions absolument pas dans la posture si vous votez pour moi, il y aura ci, il y aura ça, tel avantage, tel... C'était pas du tout ça. Ce qui était préoccupant, c'est de dire est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'organiser la société sur l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations, et non pas le produit national brut, toutes ces niaiseries qu'on raconte, qui sont finalement liées à l'asservissement humain. Et notre 4 pages va se décliner
par un problème qui est gigantesque. C'est par exemple le féminin subordonné sur l'ensemble de la planète. Sur l'ensemble de la planète, la femme est subordonnée. Et il faut, à certains endroits, lutter pour que la femme puisse avoir, représentante du féminin, c'est-à-dire de principes féminins, masculins, auxquels nous devons la vie et sur lesquels s'est organisée la vie. Pourquoi cette subordination? Par un masculin qui a voulu dominer le tout. Et je m'excuse s'il y a des croyants, moi aussi je le suis, mais je ne suis pas dans une appartenance religieuse, mais je suis plus dans une connexion divine auquel je crois, chacun croit. De même, je reste extrêmement attaché à cet homme ou ce Fils de Dieu, peu importe, qui a demandé, qui a mis en évidence que c'est l'amour qui peut tout changer. Le destin de l'humanité peut changer par l'amour, et rien d'autre. Et il n'a affirmé que cela. Et je reste attaché à ce message, d'autant plus que ce messager, quand on le prend dans sa vie conventionnelle, c'est-à-dire on le prend dans la sociologie toute simple, et dans la sociologie toute simple, il a amené des protestations qui étaient des réformes importantes. Parce que très souvent, on le relève uniquement à un message strictement spirituel, alors qu'il y avait aussi en même temps un message social. Donc je reste attaché à ça et je suis convaincu que l'amour peut tout changer, mais à condition que cet amour, évidemment, ne passe pas par nos égoïsmes, nos jalousies, enfin tout ce qu'un être humain est capable de produire, pour ne pas aboutir à cet amour qui est transcendant et qui n'a en fait rien à voir avec l'histoire de l'humanité, mais qui pour moi existe en tant que tel, intrinsèquement, en dehors même de toute autre considération. Ça a été donc pourquoi le féminin subordonné. Deuxièmement, peu importe l'ordre dans lequel je le dis, il y a une complication ici aujourd'hui, c'est que dans l'organisation sociale, instruire les enfants, c'est-à-dire l'éducation des enfants, instaure une sorte de dualité aussi par la compétitivité. La compétitivité, il faut le premier, il faut être le meilleur, etc. Et dès l'enfance, au lieu de mettre l'enfant dans cette réalité du rapport féminin-masculin et du rapport de coopération et de solidarité, on le met immédiatement dans la dualité. Il faut être toujours le premier, il faut être toujours le meilleur, etc. Il y a une classification. Comme si, dans un établissement scolaire, on était en train de, si vous voulez, déjà de préparer, à partir de l'enfant, un adulte adapté au système. Et on ne parle pas des valeurs autres que celles qui sont considérées par le système lui-même et qui a défini de quel type d'être humain on a besoin pour que cet être humain soit adapté à une logique, la logique dominante aujourd'hui. On a parlé évidemment des utopies. L'utopie, pourquoi? Parce que l'utopie, souvent, on croit que c'est de la chimère. Non, c'est parce qu'il y a eu des utopistes que l'histoire a évolué. Et l'utopiste, pour moi, c'est celui qui a tout à fait un éclair, un petit peu d'éclair, un petit peu comme ça, et qui part dans une innovation, et qu'il a ressenti à l'intérieur de lui-même. Alors, tous ceux qui sont autour ne comprennent pas, lui disent il est fou, etc. Et nous pouvons s'apercevoir, parfois, pas toujours, qu'il avait totalement raison. Et pourquoi? Parce qu'il a transgressé la chape, les règles qu'on lui a établies, et qu'on lui a dit que c'est ça la vérité, et tu ne peux pas sortir de cette vérité. C'est-à-dire, c'est une approche normative, comme on dit, du système qui fait qu'un être humain, il est obligé de se conformer à la transmission de la tradition qu'on lui remet, et donc cette conformité l'intègre aussi dans un système pour l'adapter à ce système. Nous avons parlé évidemment de l'agriculture. Évidemment, c'est l'un de mes fleurons, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, si 30, 40, 50 cm de terre auxquels nous devons absolument notre existence, qui sont cette enveloppe vivante, qui est venue sur laquelle s'est organisée la vie, nous sommes en train de la détériorer.
C'est-à-dire tous les ans, on déverse, comme vous le savez, des tonnes et des tonnes et des tonnes de substances chimiques. Et ces substances chimiques, évidemment, portent atteinte à cette terre parce que la terre est vivante. Si vous avez fait un peu de pédologie, si vous avez entendu un peu mes amis bourguignons ou autres, ils vous diront qu'un sol, c'est vivant. C'est vraiment vivant. Et il s'est organisé sur une logique de la vie. Vous avez des vers de terre, vous avez des bactéries, vous avez une faune et une flore interne dans le sol qui participent à quoi? À lui donner sa vitalité. Et quand vous plantez dans ce sol vivant, eh bien, la plante qui pousse dans ce sol vivant, elle va avoir accès immédiatement à des substances qui sont des substances indispensables à l'ordre général. Puisque nous sommes dans un système où, quand on fait de l'agriculture écologique, comme je l'ai fait depuis des années, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on respecte, si vous voulez, la logique de la vie, où rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et on rentre dans cette logique de la vie qui a permis la continuité de la vie. C'est pour ça que c'est très important et qu'on ne parle pas assez de la Terre en tant que substance, en tant qu'élément absolument indispensable, mais qu'on ne traite plus que comme un substrat dans lequel on met des produits chimiques et la plante absorbe ces produits chimiques et finalement elle les transmet à l'organisme humain et à l'organisme animal. On a beau crier que c'est très important, les gens ne comprennent pas. Nous allons d'ailleurs faire une série de petits livrets pour expliquer aux gens. Et il y a un ami qui disait qu'avec la nourriture issue de ces sols, quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Et ça correspond davantage à l'arrivée. Quand on a une plante qui est dans un sol vivant, non seulement elle va sélectionner les substances qui lui sont nécessaires, elle va s'équilibrer avec ces substances. Et elle va acquérir une chose formidable, c'est sa capacité à capter les énergies cosmiques. Parce que le cosmos, l'énergie est partout. L'énergie est absolument partout. Comme les éléments sont partout. Il y a juste quelques jours, une journaliste est venue me poser des questions sur l'eau. Et je lui ai dit, madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau. Je suis sûr que si on nous dessèche, là, il y aura quelques mètres cubes quand même. Nous sommes de l'eau. C'est pas l'eau et nous. Et ça, ce clivage, c'est très curieux parce que pourquoi c'est rentré dans le mental de lire les éléments et nous. Et pourquoi l'être humain s'est proclamé la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'il s'est mis au-dessus de tout et il régente les choses à sa façon. Alors qu'en fait, il est en transgression et en dualité lui-même, dualité en lui et dualité avec la nature elle-même. Et la nature elle-même est actuellement souffre énormément de notre incompréhension de la vie. Alors vous pouvez ajouter beaucoup de choses encore sur ce qu'on pourrait appeler les transgressions humaines qui aboutissent finalement à faire rentrer l'humanité dans son autodestruction, une auto-éradication. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier que nous sommes en pleine évolution, dans une évolution qui n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que toutes les grandes civilisations dont nous admirons évidemment les messiers ont été des civilisations destructrices. Depuis que l'être humain est passé de chasseur-cueilleur-pêcheur à agriculteur, vous savez que avait le paysan, c'est lui qui a appris petit à petit et graduellement à enfouir des graines pour obtenir son alimentation. Miracle extraordinaire, c'est la révolution néolithique. L'homme n'est plus dépendant de l'existant, n'est plus le subordonné chasseur-pêcheur-cueilleur, mais il va susciter lui-même sa vie. C'est miraculeux. Alors ça a été pour le meilleur et pour le pire, bien entendu. Parce que les sols, sachant produire sa propre nourriture, c'est aussi ce qui l'a amené à l'outrance, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin, trop loin dans cette demande de la terre nourricière. Et ça a été la cause d'ailleurs, les gens sérieux, et j'ai eu des amis dans l'archéologie, il n'y a aucune grande civilisation qui n'ait grandi sans
porter atteinte à la terre humaine. Et jamais Jules César n'aurait pu faire ses campagnes sans le stock de nourriture qui le suivait. Donc, ça a été extraordinaire d'obtenir ce miracle de l'enfouissement des Grecs pour obtenir sa nourriture, pour stocker et pour pouvoir se déplacer, mais malheureusement, avec toujours l'insatiabilité humaine qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et les seuls qui ont été dans la sobriété, ben, c'est les primitifs. Les primitifs et les peuples premiers ont toujours été dans une forme de sobriété comme un art de vivre. Et quand, je ne sais pas si vous connaissez le discours du chevalier Seattle, c'est extraordinaire. C'est un texte à la fois spirituel, profond, et un texte d'un réalisme extraordinaire. Les Américains demandent à Seattle chevalier d'acheter son territoire, acheter le territoire indien. Je ne sais pas si parce qu'il y avait peut-être sur le territoire recélé peut-être des richesses. Et le chevalier dit, écoutez, comment voulez-vous que l'on vous vende, nous? La terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre. C'est pas appartient pas. Nous appartenons à cela. Et jamais ils avaient une posture sacrée qui était déjà la forme de sobriété, c'est-à-dire ne pas prélever au-delà de ce qui nous est nécessaire. Jamais de gaspillage. Et quand ils ont vu des Blancs arriver, ils racontent un train qui circule plein de Blancs. Et ces Blancs, ils avaient des fusils et ils faisaient des cartons sur les bisons qui restaient à pourrir. Donc toutes ces idées, ces approches se sont installées petit à petit. Comment est-ce qu'on peut l'imaginer par rapport à l'évolution psychologique des êtres humains dans cette conquête effrénée, dans cette domination de la vie et de toutes les créatures? Quand on dit par exemple que nous nous comportons comme des animaux de la jungle, c'est pas vrai. Parce que je dis souvent, non, parce que nous ne sommes pas dans la prédation et le gaspillage. Nous sommes, nous, dans la prédation, et l'animal ne l'est pas. Quand un lion mange une antilope, il digère son antilope. Mais il n'a pas de banque d'antilope, ni d'entrepôt d'antilope pour vendre l'entrepôt. C'est-à-dire le prélèvement en tant que tel est sobre parce que ce prélèvement, il est juste. Je prends ce qui m'est nécessaire pour vivre. Je ne peux pas ne pas manger. Et jamais un animal, d'abord les animaux dans leur propre clan ne se détruisent pas. Et il est rare qu'un animal tue pour tuer. Les chats le font, tuent pour tuer. Je ne sais pas si vous avez vu des images très intéressantes où autour de la même mare, vous avez le lion, vous avez la girafe, vous avez le hippopotame, enfin tout le monde voit ensemble. Dès lors qu'il n'y a pas une nécessité, si vous voulez, vitale, on ne prend pas au-delà de ce qui nous est nécessaire. On prend juste ce qu'il nous faut. Et ça, c'est légitime. Il faut bien que le lion se nourrisse, etc. Mais nous sommes sortis de cette légitimité par l'accumulation et une prédation cumulative. Et dans cette accumulation, eh bien, elle est devenue presque un instinct et un réflexe humain. Il nous faut beaucoup. Il me faut plus que ce qu'il me faut. Et donc, du coup, on rentre dans le processus qui est certainement relié à quelque chose qui, vous savez que l'être humain, notre grand problème, c'est quand même que nous savons que nous allons mourir. En sachant que nous allons mourir, nous sommes en quête de sécurité. Et cette sécurité, c'est ce qui amène justement les armements, la destruction, etc. La sécurité par l'accumulation, la sécurité par la prédation, par le gain du territoire, par la confiscation des territoires des autres pour des minorités, etc., etc. Et donc l'humanité rentre dans une espèce de prédation qui n'arrête pas de croître, et à un certain moment, on arrive à la notion d'argent. Et la théorie, si vous voulez, de la notion d'argent, c'est je prononce peut-être mal, mais time money. Et ce fameux time money a instauré dans l'esprit, mais c'est pas le seul, quelque chose qui est de l'ordre de
l'insatiabilité. Et l'insatiabilité rentre dans, aujourd'hui, elle est tellement devenue subtile qu'elle manipule même l'être humain, et cet être humain, eh bien, il est plus installé dans le manque que dans tout ce qu'il a. Et si nous faisions le bilan de ce que nous avons, dans ce dire, à partir du moment où je peux manger à ma faim, je peux me vêtir, je peux m'abriter et je peux me soigner, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Seulement, on ne peut pas se contenter de cela, il pense qu'il faut aller au-delà. Et c'est le réflexe de sécurité et d'accumulation pénètre dans l'esprit humain, et ensuite on va installer l'être humain dans le toujours plus. Et en installant dans le toujours plus, ben, la publicité, c'est très très bien faire. Et c'est très bien faire parce que la publicité ne prend pas l'être humain par la raison. Elle ne prend pas le subliminal. C'est-à-dire qu'elle va chercher des symboles, elle va chercher des choses. Vous êtes un minable, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Je n'ai pas besoin de vous dire combien la femme est utilisée aussi dans cette chose un peu malsaine. Elle est mise en avant comme appât. On l'utilise. Et toute la stratégie, si vous voulez, qui est de faire que l'être humain ne soit jamais rassasié, ne soit jamais satisfait, aujourd'hui, après un développement extraordinaire. Seulement, voilà, nous sommes aussi dans quelque chose qui pose problème, c'est que dans les ressources planétaires, il y a à peu près 1/5 de la population dite riche qui possède les 4/5 des ressources. Que serait devenue l'Europe sans l'économie, sans le drainage de ressources extérieures pour doper le modèle? Jamais. L'Europe n'a pas de pétrole, par exemple. Très peu. Et par colonisation et par confiscation, je ne suis pas en train de faire le procès de l'Europe, parce qu'on est deux Africains, alors on est venus ici pour vous accuser, c'est pas du tout ça. C'est absolument pas dans cet esprit-là. C'est un esprit de dire, voyons les réalités telles qu'elles sont, et à partir de ces réalités-là, la colonisation, ce n'est pas que l'Europe qui a colonisé. Tous les peuples, auparavant, les Romains, les Grecs, tout le monde a colonisé. Seulement, quand on arrive à la problématique du monde actuel, on est bien obligé de dire, bon, quelles sont les ressources disponibles aujourd'hui. Il a raison. Pendant le moment où on s'est rencontrés là, ben, il y a je ne sais combien d'enfants, non pas de maladie, mais simplement de faim. Donc cette disparité, si vous voulez, entre un monde occidental, et je dirais même que l'Europe a généré une idéologie dont elle a été la première victime. La première victime de l'idéologie européenne, c'est l'Europe elle-même. Parce que quand vous avez des voyageurs du XVIe ou XVIIe siècle, ils vous disaient que quand on circulait en Europe, c'était des ethnies, c'était des gens, ils avaient leur façon de s'habiller, leur façon de se nourrir, leur façon de construire leur maison. Ils nous ont laissé d'ailleurs des vestiges culturels extraordinaires. Et c'était une diversité culturelle européenne. On ne se comprenait pas parce que les langues, etc., les patois et tout ça. Donc cette diversité extraordinaire a été par l'idéologie éradiquée. C'est-à-dire on a imposé l'idéologie à tout le monde. Et j'avais des voisins, parce que nous sommes installés depuis une 50aine d'années en Ardèche sur une ferme. Je reviendrai un peu sur le pourquoi de cette installation. Et j'avais beaucoup d'amis paysans, parce qu'en plus, je faisais les vendanges avec eux, j'avais besoin de gagner ma vie. Et donc, en 1900, début 60, il y avait encore des paysans authentiques encore qui étaient là. Ils parlaient leur patois entre eux. Dans le village, dans le hameau à côté, ils se réunissaient le soir quand ils avaient fini de travailler, ils parlaient patois, etc. Et il y avait encore cette culture paysanne, encore vivante. Et ce qu'ils disaient, c'est que à l'école, ceux qui étaient allés à l'école ont commencé par leur interdire absolument de parler patois. Parce que parler patois, c'est régresser. Il faut avancer. Il faut donc une civilisation qui fasse avancer. Alors voilà un génocide culturel qu'on passe sous silence. Parce qu'un système a déterminé la vraie civilisation et a éliminé toutes les autres. Alors ça a été tellement hégémonique et tellement répandu sur l'ensemble de la planète
que votre serviteur, à l'école, récitait que ses ancêtres étaient des Gaulois. Quelqu'un m'a regardé pour se rendre compte que vous avez certainement raison. Et ça, c'est quoi? C'est la négation totale de toute identité pour imposer une seule et même identité. On passe de la polyculture à la monoculture. Et pourquoi aujourd'hui la planète entière est sous une forme de monoculture qui s'est imposée, et tout ce qui se fait hors de cette logique de la monoculture est considéré comme marginal. C'est la marge, c'est pas le système. Donc une fois qu'on a défini tout cela, on a imaginé donc l'Europe, non seulement elle est allée confisquer les territoires des autres, mais en même temps elle a drainé les ressources. Et c'est comme ça qu'elle a érigé le modèle qui aujourd'hui est un modèle proposé. Tout le monde y aspire. Vous savez ce qu'on appelle les émergents. Les émergents, ils veulent ressembler à l'Occident. Et on présente le paysan comme l'attardé, c'est-à-dire celui qui n'a pas voulu. Après l'avoir génocidé pendant la guerre de 14. Moi j'ai mal au cœur de ce que les paysans qui sont massacrés entre eux dans la guerre de 14 ne passe pas. De même que ça ne passe pas le fait qu'on ait génocidé les peaux rouges. Et qu'il serait temps que les Américains, il y avait tout un mouvement mené en particulier par Marlon Brando et tout ça, pour dire, écoutez, il faut absolument que l'Amérique fasse son meilleur coup de pas. Et s'honorerait de dire, là, on a commis un génocide réel. Et les génocides, il n'y a pas, ils sont généralisés pratiquement sur l'ensemble de la planète. Donc c'est instaurer un modèle de société. Et bien ce modèle de société aujourd'hui, il a tout uniformisé, il a tout standardisé, et il a exalté l'argent comme étant le seul moyen d'évoluer, c'est d'avoir de l'argent. Alors on dit, on a fait des calculs, on vous dit, tel pays vit avec tant de dollars. Ben, heureusement qu'il y a des gens qui ne bouffent pas des dollars. Et si on faisait vraiment l'inventaire des richesses réelles, on se rendrait compte que les richesses, ça ne doit pas se traduire seulement en dollars. Il y a des richesses qui sont simplement, quand je vais chez des peuples simples, ben, eux, leurs richesses, c'est ce qu'ils font pousser dans leur terre, c'est ce qu'ils font. Mais tout ça, c'est pas comptabilisé. C'est-à-dire que ce qui est comptabilisé, c'est strictement ce qui est représenté par l'argent. Ce qui n'est pas représenté par l'argent n'est pas considéré comme richesse. Et c'est pour ça qu'on vous parle du produit national brut, de tel pays, la croissance économique, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement, si vous voulez, l'indicateur, c'est la quantité de dollars. Et à côté de cela, on a donc en avant la représentation de la richesse des pays par le produit national brut. Et ce dont on ne tient pas compte, c'est que ce système-là produit lui-même de l'indigence. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur la concurrence internationale. Et du fait de la concurrence internationale, nous produisons de l'indigence par notre boulimie. Et quand vous voyez la production et que vous évaluez à peu près à 30 à 40% de déchets, c'est-à-dire quelque chose qui ne sert à rien. On les a fabriqués, mais c'est du déchet, c'est du rebut, ça ne sert à rien. Eh bien, c'est terrible, parce qu'on fabrique en fait de l'inutile. Mais c'est inutile, il le fait au détriment de ceux qui fournissent la matière première, par exemple, les pays. Donc l'Afrique c'est pauvre, mais non, l'Afrique n'est pas pauvre, il ne faut pas raconter que l'Afrique est pauvre, l'Afrique est immensément riche. Et elle est même sous-peuplée, et elle dispose de richesses inouïes, sauf que la gestion du pays, avec toutes ces personnes corrompues, cette corruption, avec les États, ces gens qui gèrent le pays comme des propriétés privées, à des fins personnelles, en connivence avec tous les profiteurs du monde, on les place comme chef d'État et on leur donne la légitimité de dire prenez ce que vous voulez. Et vous apercevez qu'ils ont pris beaucoup, mais pour eux. Et au détriment du peuple qui, en fait, dans son naïveté, n'a pas vu qu'il était spolié par une organisation mondiale qui est basée sur l'accaparement
qui reçoivent le maximum, et donc la misère, la pauvreté qui se développe partout. Alors le voilà dans une situation dans laquelle il y a aujourd'hui même, si j'en viens à l'agriculture, je vous signale un drame terrible. C'est la perte des variétés et des espèces que l'humanité, depuis le début de l'agriculture, les êtres humains n'ont pas arrêté d'augmenter le potentiel nutritif de l'humanité en prélevant dans le sauvage. On prend dans le sauvage, on adapte, et ça rentre dans le patrimoine collectif de l'humanité. Et même des gens qui allaient faire la guerre en venaient avec des graines étranges, vous savez, la tomate, on la cite comme ça, le maïs, etc. Mais il y a un nombre incroyable d'espèces et de variétés qui ont été répandues sur l'ensemble de la planète et qui aujourd'hui ont disparu. On m'a dit, je me suis renseigné en disant quel est le pourcentage du patrimoine semencier de l'humanité qui a déjà disparu. On me parle de 70%. Et il y a des stratégies, évidemment, comme vous le savez, 70% de quoi? De semences transmissibles, reproductibles, qu'un père remet à sa fille ou à son fils. Et de génération en génération, ça a toujours fonctionné comme ça. On a produit, on a amélioré, on a reçu des semences, on les a transmises, et c'est comme ça que l'humanité a pu survivre. Aujourd'hui, on arrive par des stratégies du genre criminel, comme Monsanto et compagnie, qui font entrer les OGM, l'organisme génétiquement modifié, avec tout cela, et on neutralise, on élimine ce qui permet à l'humanité son autonomie totale pour finalement la dominer entièrement. Aujourd'hui, il y a même des législations et des lois qui sont perverses. On fait même, par moment, j'ai entendu dire qu'il y aurait des interdictions pour cultiver son jardin, etc. Ben, c'est une réalité. Et quand vous allez acheter des graines maintenant, vous allez chez le grainier acheter des graines, vous avez des graines hybrides en grande quantité. C'est un accident. Et ces graines, disons, manipulées, sont des graines qui ont très peu de potentiel, un potentiel immédiat, et ensuite, elles sont, pour certaines, elles ne peuvent même pas se reproduire. Donc, ce qui veut dire que ça vous oblige à aller tout le temps acheter à la source. C'est un crime. Un crime contre l'humanité. Les gens ne se rendent pas compte combien c'est criminel de faire des choses comme ça. Alors, on peut ajouter beaucoup de choses. Et le potentiel alimentaire de l'humanité, tous les potentiels, les énergies, le pétrole, tout ça est sous la forme d'une prédation, c'est-à-dire en fait d'un accaparement de plus en plus important. C'est pour ça que ça détermine, comme vous le savez, j'ai tendance à vous apprendre la géopolitique. Il y a une crise quelque part. Souvent, on va vous chercher derrière la crise, il y a le pétrole, derrière la crise, il y a disons, la possibilité d'accaparer les énergies ou pas. Effectivement, on est arrivé dans la civilisation qui se croit la plus forte, alors que c'est la civilisation la plus faible que l'humanité ait imaginée. Aujourd'hui, vous supprimez l'électricité, les carburants, vous supprimez la communication, etc. Et c'est l'effondrement total du système. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans une phase où l'homme prométhéen, démiurge, pense qu'il est capable aujourd'hui de choses. Ça, c'est une idéologie qui s'est enracinée dans l'esprit humain. Et l'être humain pense qu'il peut effectivement se passer de la nature. Il peut se passer de la nature, parce qu'il rentre dans cette, comment dire, dans ce mythe, le mythe de, vous savez, du démiurge, celui qui est capable de faire des miracles. Certes, nous faisons des miracles technologiques, c'est vrai. L'humanité dans son évolution, surtout aujourd'hui, on est capable de miracles technologiques, c'est vrai. Et ça, c'est issu du cerveau. Mais le problème, c'est qu'on confond nos capacités, c'est-à-dire ce que nous sommes capables de faire, ce que le cerveau est capable de faire en termes de prodiges technologiques, par rapport à l'intelligence. Et on pense qu'on est intelligent parce que nous faisons des prodiges. Ça n'est pas vrai.
Si vous avez des extraterrestres qui nous observent, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils font des miracles, certes, mais tout ça ne donne pas une société équilibrée. Ne donne pas, au contraire, ça produit du malheur. Ça crée d'un côté le malheur des uns et le soi-disant bonheur des autres. Seulement le bonheur des autres, si vous cherchez bien, vous allez vous rendre compte que les sociétés qui sont ce qu'on appelle des sociétés de grande consommation, ce sont des sociétés en même temps qui sont les plus grands consommateurs d'anxiolytiques. Parce qu'il n'y a pas la joie réelle. On arrive, bien sûr, vous pouvez vous payer des yachts, etc. Il y a juste 2 jours, j'étais à la Côte d'Azur, voilà, des yachts, on a des tas de trucs, etc. C'est magnifique. Moi, j'ai reçu des gens qui sont venus à la maison et ils sont venus au titre amical. Des gens qui ont réussi, si vous voulez, socialement. Et qui me disent, j'ai réussi socialement, mais est-ce que j'ai réussi humainement? Qu'est-ce que veut dire réussir? Est-ce que réussir, c'est avoir accumulé, avoir réussi, en quelque sorte, dans la voie matérielle? Ou est-ce que c'est avoir réussi dans son accomplissement personnel? Peut-être c'est une dimension personnelle. Et il me dit, j'ai eu 240 chefs d'entreprise avec lesquels j'ai dialogué à leur demande pour essayer de, lorsqu'ils me l'ont demandé, il me dit, mais comment vous avez fait votre choix d'existence? Là, j'ai fait notre choix d'existence dans une démarche qui allait justement nous assurer le plus possible le lien à la nature et à la vie, de façon à nous assurer le plus possible, ça n'a pas été facile, ce rapport à la joie. Alors, le plaisir, bien sûr, vous avez de l'argent, vous achetez des yachts, des avions privés, etc. Et j'ai vu des gens qui ont tout cela, mais ils ne sont pas pour autant dans la joie. Ce qui veut dire que réussir une vie, est-ce que c'est la joie ou est-ce que c'est le contentement? Tout se pose comme ça en termes d'humain. Et je ne suis pas en train de vous donner des leçons, bien entendu. Vous connaissez peut-être cette petite histoire d'un pêcheur qui est en train, il a fini son travail, il fait sécher ses filets, tranquille, et puis il y a un monsieur sérieux qui passe et qui lui dit monsieur, c'est le bateau là-bas, c'est à vous? Il dit oui. Ah, il est petit. Non. Mais vous pourriez en avoir un plus grand. Et alors, vous pêcherez beaucoup plus de poissons. Et après vous achèterez un bateau plus grand encore. Et vous allez pêcher encore beaucoup plus de poissons. Et après vous allez avoir un bateau magnifique avec, vous allez embaucher des gens, vous allez ramasser énormément de poissons, etc. Et puis après vous vous reposerez. Et bien, c'est ce que je suis en train de faire. C'est une petite anecdote. Moi, je ne suis pas en train de faire le moraliste par rapport si vous voulez gagner de l'argent, gagnez de l'argent. Je ne suis pas là à vous dire on ne peut pas gagner de l'argent. Et l'argent, Dieu sait qu'on en a besoin. Ce n'est pas le problème. Le problème de l'argent, c'est qu'on en a besoin. Mais c'est un élément qui nous rassemble, c'est un fluide, c'est quelque chose de presque sacré quand il est issu de l'effort, de l'imagination, du travail des gens, etc. C'est quelque chose de sacré. Et il est fait pour que nous puissions rentrer dans une solidarité entre nous. J'ai de l'argent, évidemment, avant c'était le troc. C'est très difficile de venir avec une chèvre pour acheter. Donc on a fait de l'argent un moyen très facile pour le troc. Et je répète, si vous voulez en gagner beaucoup, gagnez beaucoup. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi que ce soit. Simplement, ce type d'analyse qui aboutit finalement à dire notre insatiabilité, c'est-à-dire c'est toujours plus que nous voulons, eh bien, détruit la vie. Vous connaissez peut-être Paul Watson, bon, il est en train de s'associer, lui, il défendait les baleines parce qu'on prenait trop de baleines, on prenait trop dans la mer, parce que cette prédation et ce pillage, si vous voulez, de la planète n'est pas d'aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage magnifique, d'une telle réalisme, d'une telle analyse extraordinaire, c'est un certain Osborne.
c'est parmi mes maîtres. Je ne l'ai pas connu physiquement, mais à travers le bouquin qu'il a écrit, La planète au pillage. Alors, je vais faire un test. Qui a lu La planète au pillage? Je vois pas comment. Qui a lu Commoner? Günther Schwab. Qui a lu Ivan Illich? Quand même, il y a quelques mains. Ben, tout ça, c'est des analyses subtiles. La planète au pillage, quand ça a apparu, salué par Einstein, développé, Huxley, salué par tout ce qu'on pouvait appeler les grands esprits. Il dit enfin, voilà. Puis Osborne, il n'a pas fait ça en sacrifiant des poulets. Il a fait une analyse scientifique extrêmement approfondie. Et en reprenant en quelque sorte l'histoire de l'humanité, il a mis en évidence combien nous, espèces humaines, nous sommes des pillards. Et nous sommes des pillards, et donc nous ne sommes pas en conformité, en équilibre avec les nécessités qui sont indispensables, mais nous sommes au-delà, bien au-delà de la nécessité. Et ce bien au-delà de la nécessité, et depuis longtemps, on est installé dans ce bien au-delà de la nécessité. Sauf qu'aujourd'hui, le pillage de la planète s'accélère et instrumentalisé. C'est-à-dire que nous avons des instruments de prédation qui sont maintenant très, très perfectionnés. Entre le pêcheur qui allait avec son bateau, son harpon, etc., et puis aujourd'hui le matériel que nous disposons avec des filets dérivants, avec etc. C'est-à-dire que cet instinct de pillard perdure. Il est là, et en même temps, il est servi par une technologie extrêmement perfectionnée. Ce qui veut dire que le processus d'épuisement de notre magnifique planète est un processus hyper accéléré. Nous créons des déserts, nous créons de la pénurie. Et pourquoi le pétrole devient l'enjeu majeur? Parce que sans lui, tout s'effondrerait. Il devient majeur parce que, au lieu de partir sur l'idée de comment allons-nous réorganiser notre existence sur quelque chose qui soit dans la mesure, dans la juste mesure des choses, eh bien, on est dans le toujours plus indéfini. Le toujours plus indéfini qui a comme fondement et base la croissance économique. La croissance économique invoquée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par tous les politiques et toute la logique du monde aujourd'hui est fondée sur la croissance économique. Et cette croissance économique, évidemment, qui accélère le processus d'épuisement. Et ensuite, on a la mesure par le produit national brut, donc la concurrence entre les États, et on mesure là aujourd'hui la richesse des États par le produit national brut. Seulement, on ne regarde pas, parce que c'est derrière le produit national brut, la misère que l'on produit. Parce que le système ne peut pas produire que de la richesse. S'il produit beaucoup de richesse pour l'État, il produit forcément de la misère pour tous. Parce qu'il n'y a pas de partage et la répartition des ressources n'étant pas dans le partage, dans l'esprit de partage, mais dans l'esprit de compétition et d'accaparement, et là, on a aussi évidemment une société de l'accaparement qui produit de plus en plus d'exclus de la société, et les fameux enfants qui meurent toutes les 7 secondes, etc. Donc quand vous avez vu cette logique-là, vous vous dites, est-ce qu'elle peut perdurer? Non, elle ne peut pas perdurer. Si nous avions d'autres planètes, on dirait, une fois qu'on a épuisé celle-là, on ira ailleurs. Mais il n'y a même pas cette possibilité. Donc ça nous amène à être soit intelligents, soit à continuer d'être bêtes. Je m'excuse de le dire crûment, mais c'est ça. C'est la vérité. Alors, bien sûr, si chaque génération, dans son égoïsme, dit « après moi le déluge », bien entendu, on reste dans la logique de l'accaparement égoïste pour soi. Mais si on part de l'idée qu'il y a quand même une morale, éthique, extrêmement importante, vous voyez des enfants tout à l'heure, ces enfants, il faudra bien qu'ils puissent survivre. Or, aujourd'hui, on évalue vraiment
d'une façon très objective le fait que si nous continuons de cette façon, tout ce que nous pouvons transmettre aux enfants, c'est de la pénurie. C'est de la pénurie, c'est une désorganisation de notre système, et il faudra qu'ils se débrouillent avec tout ça. D'où la nécessité morale de la modération. Et j'ai écrit un autre livre que j'ai intitulé de la puissance de la modération. D'un côté, on vous dit produit national brut, croissance économique. Moi, je dis la puissance est dans la modération. Et il y a une sensibilité des gens. J'ai l'air de faire de la publicité pour mes ouvrages, mais enfin, je suis bien obligé de témoigner. Certains, peut-être, ont lu La sobriété heureuse. Bon. Donc, c'est le titre d'aujourd'hui, La sobriété heureuse. Et il se trouve, alors là, je ne suis pas du tout en train d'inventer. Mon éditeur me dit, un ouvrage comme, enfin des gens d'édition me disent, un ouvrage comme celui-là, Sobriété heureuse, on ne peut le classer que dans les essais. Tu as ta thèse, bon, tu exposes ta thèse, et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Donc j'expose ma thèse sur la sobriété. Et puis ils me disent, ça plafonne 3000 exemplaires, 4000 c'est un miracle. Je pense qu'on en est au moins à 250 000. Je ne suis pas en train de me vanter, c'est pas ça. Ce qui me touche beaucoup, c'est pas que je vende des bouquins. Ce qui me touche beaucoup, c'est que je vois qu'il y a quand même une tendance de plus en plus à sortir de l'illusion selon laquelle il y a toujours plus d'une donne du bonheur. Et qu'il faut revenir à la simplicité qui donne, elle, du vrai bonheur. Et en même temps, elle dirait aussi l'asservissement humain. Pourquoi tant travailler? Pourquoi tant travailler pour évaluer à 30 à 40% des choses inutiles qu'on a fabriquées pour rien? Et on a utilisé des ressources et on a tout changé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a à repenser l'avenir sur un nouveau paradigme. Et pour moi, ce nouveau paradigme, c'est la sobriété. La sobriété en tant que puissance, en tant que force, en tant que logique, en tant qu'intelligence, en tant que beaucoup de choses. Parce que si c'est la démultiplication de la matière par des êtres humains qui se disent toujours frustrés au lieu de voir qu'ils ont largement, et ces gens, ces groupes frustrés qui produisent lui-même de l'indigence jusqu'à des gens dans les rues, ça veut dire qu'il y a quand même à repenser le futur sur d'autres bases. Et pour moi, c'est cette logique-là de la puissance de la modération qui est libératrice, sur laquelle, c'est la seule, à mon avis, sur laquelle nous pouvons construire le futur. On ne peut absolument pas continuer sur cette logique du toujours plus, de l'accaparement continu, et croire qu'il n'y aura pas d'avenir, et nous avons une énorme responsabilité à ce moment. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté, si vous voulez, sur cette notion de sobriété qui libère l'esprit et nous permet de vaquer à d'autres choses qu'à simplement à produire et consommer. Je n'aime pas qu'on m'appelle consommateur. On accepte d'être appelé des consommateurs. Alors, il y a deux choses dans le terme, je ne vais pas être grossier. Je ne vais pas être trop grossier devant vous, mais enfin, il y a quelque chose quand même d'assez désobligeant. Non. Et on produit des brigades de pousseurs de canne. Et on retourne au néolithique, mais pas le néolithique, c'est la cueillette, vous voyez. Parce qu'on cueille. Et en fait, pour aboutir à quoi? À une désorganisation du système. Je ne suis pas du tout pour la grande distribution. Pourquoi la grande distribution? Parce qu'elle est un accaparement, si vous voulez, de centralisation, de concentration du pouvoir de drainer l'argent, le pouvoir aussi de placer. Parce que c'est ce qui est placement. Et à côté de ça, moi j'ai vu le village
village à côté de chez moi, qui s'appelle Joyeuse, ou la Blachère, etc., je vois les commerçants fermés, ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas. Les artisans, leur boulot le fait déjà par des firmes, par des trucs, etc. Et tout ce processus de confiscation de la participation humaine à l'économie, c'est quelque chose qui est tragique, vraiment tragique. Il faut au contraire multiplier, ce serait plutôt le contraire de la concentration, il faudrait au contraire diffuser, et en quelque sorte répartir les activités humaines au plus grand nombre. Et ne pas cette concentration qui est exigeante. Une fois, j'avais l'air vraiment d'un abruti. Vous voyez, je m'arrête à une station d'essence. Je me sers moi-même l'essence. Je fais le boulot. C'est-à-dire, j'aurais préféré quelqu'un. Je fais le boulot. Par maladresse, je me mets de l'essence sur mon pantalon et je me même c'est du gasoil. Et donc voilà, je donne mes sous, je fais le travail et je pollue mon pantalon. Et puis voilà, tout s'est bien passé. Alors, bien entendu, quand on parle de liberté, c'est-à-dire d'autonomie, c'est très difficile d'avoir une autonomie dans ce système-là. À moins de circuler en charrette, de s'éclairer à la bougie. Et s'éclairer à la bougie pendant 13 ans quand même. Parce que je vous dis, c'est qu'on est mis aussi à l'épreuve d'une certaine mode d'existence. Quand nous avons choisi le lieu en 1961, je suis ouvrier agricole. J'ai acquis un petit BA, parce que je voulais, Michel et moi, on n'avait pas le premier centime, on a fait le retour à la terre en Ardèche du Sud, mais on n'avait pas le premier centime. Donc on nous a dit, nous étions tout jeunes, tout effervescents comme ça, avec une espèce d'utopie, de foi. Pourquoi? Parce que là aussi, j'ai travaillé en usine. J'ai travaillé en usine et quand on m'a demandé ce que je savais faire, malheureusement, je savais peut-être faire une bonne dissertation sur Pascal et sur Socrate. Ça n'avait pas l'air d'intéresser mon employeur. Quand j'ai fait le bilan de ce que j'étais capable de faire, malheureusement, j'avais fait 36 métiers, j'ai fait 36 petits métiers, mais en fait, je n'ai rien d'accompli. Donc je me trouve dans une situation où je suis dans une entreprise, dans la région parisienne, je me trouve dans une espèce de non-qualification. Et n'étant pas qualifié, ben, qu'est-ce que je suis devenu? On m'a classé comme OS, ouvrier spécialisé. Mais en fait, l'ouvrier spécialisé, c'est celui qui est spécialisé en rien. En fait, on me disait ça pour ne pas nous vexer. Et ensuite, vous regardez l'organisation du système, et vous avez une pyramide. La pyramide, le directeur général, le PDG au-dessus de la pyramide, quand il passait, c'est tout juste si on ne tombait pas en pamoison, parce que c'était le Dieu suprême. Et ensuite, la hiérarchie. Voilà, les cadres supérieurs, les cadres moins supérieurs, et ça dégringolait jusqu'à nous, OS. Dernière strate, avec un avantage, c'est que nous n'avions personne à vexer. Tout le monde pouvait nous vexer, mais nous, on n'avait plus rien en dessous. Et on était considérés comme des ouvriers spécialisés, alors que nous étions des hommes à tout faire. Et donc, travailler toute la journée dans le tintamarre, et à un certain moment, ce qui m'est apparu, à tort ou à raison, encore une fois, je ne fais que témoigner, je n'ai pas de jugement qui vous appartient d'apprécier les choses. J'avais le sentiment qu'on me demandait toute mon existence contre un salaire. C'est-à-dire que je troquais ma vie contre un salaire. Et en même temps, avec la proclamation du système, qui dit, vous savez, la modernité, la technologie libère l'être humain. Elle va libérer l'être humain. Bon, elle libère l'être humain. Seulement, quand je vois l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, je m'aperçois qu'il est incarcéré. C'est-à-dire que la maternelle à l'université est enfermée. Les jeunes appellent ça le bahut, d'ailleurs. Ensuite, on trouve un boulot dans une boîte, vous savez. Même pour aller s'amuser, on va en boîte. On y va comment? On va dans sa caisse, bien sûr.
ensuite, vous savez, la boîte où on met les vieux. En attendant, la dernière boîte, vous les deux. Si ça, c'est une itinéraire libérale, alors je n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Pendant ce temps-là, les oiseaux chantent, il n'y a personne pour écouter. Il y a le beau paysage, il y a la nature qui est là, qui nous offre toutes ces merveilles. Ben, il n'y a personne. Il manque de tout le monde. Alors on a un mois pour aller glisser sur la neige, je ne sais pas, ou alors bronzer. Moi, c'est vrai. Et on appelle ça une existence. Ce mode d'organisation est à l'évidence. Pour moi, je le vis et je le répète. Je ne suis pas en train de vous dire, voilà, je témoigne simplement. Moi, pour moi, dans ce deal, si vous voulez, j'avais l'impression que j'étais devenu esclave. Esclave d'un système qui me dit, tu fais ça et on te donne des sous. Et grâce à ça, tu vis. Voilà. Alors, je n'ai pas pu accepter ce deal. Et c'est tout le retour à la Terre. Alors, second paradoxe, retour à la Terre. On lance comme une bouteille à la mer, nous voulons retourner à la Terre, on nous donne quelques adresses. Un médecin ardéchois nous répond en disant, ben, vous savez, votre projet, il n'y a personne, parce que tout le monde partait quitter la campagne pour aller à la ville. La ville, c'était l'Eldorado, puisqu'on était au cœur des 30 glorieuses. Et au cœur des 30 glorieuses, on dit, mais la machine économique fonctionne à plein rendement, pourquoi chercher des complications? Sauf que la machine économique fonctionnait à plein rendement parce que les ressources du tiers-monde, etc., pétrole pas cher, etc., étaient drainées pour ériger un modèle. Alors, je ne dis pas qu'il y a un coupable ou un innocent, c'est comme ça. Le modèle a été dopé par la concentration très importante de ressources extérieures. Et on montre ce modèle et tout le monde voudrait entrer dans ce modèle. Alors du coup, je fais l'agriculture pour apprendre l'agriculture, et qu'est-ce que j'apprends? Ben, j'apprends que l'agriculture était devenue une activité nocive. Il fallait, en tant qu'ouvrier, chaque fois qu'on allait traiter les arbres, il fallait mettre des masques. Pourquoi? Parce qu'on manipulait toute la journée des substances toxiques. Que ce soit sous forme d'engrais, que ce soit sous forme de pesticides. Vous savez, les fameux organochlores, les organophosphores, tout ça, on manipulait tout cela. Et c'était très toxique. Mon ami médecin, puisqu'on a connu le pays, disait, ben voilà, un tel est devenu paralysé, un tel est devenu aveugle, le troisième est mort, etc. Et c'était une réalité, parce qu'on utilisait des systémiques extrêmement violents. Les paysans ne prenaient pas, si vous voulez, des précautions suffisantes pour échapper justement à ce drame, par naïveté. Et finalement, bon, j'ai mon petit diplôme de BA, j'ai fait mes 3 ans d'ouvrier agricole avec les constats que j'ai pu faire, et puis je retourne au Crédit Agricole pour dire, écoutez, maintenant j'ai mes certificats, mes patrons, les attestations comme quoi j'ai fait 3 années comme ouvrier agricole, et en même temps, ben, j'ai un petit diplôme qu'on appelle le PAA, brevet d'apprentissage agricole, qui me permet de présenter un dossier recevable au Crédit Agricole. Parce qu'au début, c'était un quiproquo. Je vais dans l'agence du Crédit Agricole et je me dis l'argent, et puis ça m'a échappé. Bêtement, dans l'agence du Crédit Agricole, je dis, vous savez, monsieur, moi, il faut juste un peu d'argent, mais c'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce qu'il ne faut jamais dire dans une agence de Crédit Agricole. Et puis je suis sorti en me donnant des baffes en me disant, ton dossier il est foutu, mon Dieu. Et alors, on trouve la ferme, enfin de notre cœur. Sauf que cette ferme, elle est dans une zone en cailloux. Certains sont venus nous voir et semblaient que c'est plein de cailloux. Alors si vous voulez des cailloux, on en a. Parce que les anciens éclairaient, faisaient des murettes avec des entassements et dégageaient un peu de terre qu'on pouvait travailler. Donc voilà, premier élément. Deuxième élément, très peu d'eau dans des gourds, des citernes aléatoires. Troisièmement, pas d'électricité dans nos villes.
Nous avons vécu 13 ans sans électricité, 7 ans avec très peu d'eau. La terre difficile, et pas de téléphone, etc. Alors, à l'agence du Crédit Agricole, ils disent, nous ne pouvons pas vous prêter parce qu'on ne veut pas vous aider à vous suicider. Vous n'allez jamais vous en sortir. Bon, et il me sort un listing, me disant, ferme de 40 hectares, vallée de Verlieu, irrigation, matériel, nous préférons vous payer, vous donner un crédit beaucoup plus important. Et là, vous allez faire de l'argent et vous allez survivre. Plutôt que là, vous nous demandez très peu, mais en fait, vous ne vivrez pas. Alors, comment expliquer la chose? Le préposé, il est plein de bonne volonté. Il veut nous aider. Nous te découvrons un lieu. Ce lieu est beau. Et étant beau, on s'est dit, il va nous nourrir aussi dans notre intériorité. Ce ne sera pas seulement un lieu de travail. Et c'est parce que ce lieu était beau que nous l'avons choisi. C'est complètement dingo. Dans la logique, disons, rationnelle, ça ne tient pas cool. Sauf que quand vous êtes dans un lieu qui est beau, qui s'est clocher, air pur, silence, etc., ben vous avez des cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie sont là. Après, on s'est dit, ces cadeaux de la vie nous étant donnés, on va trouver l'énergie pour survivre. Et c'est ce qui s'est passé. On a survécu, élevé 5 enfants, sans manquer de rien, avec des épisodes évidemment de pénurie, enfin de difficultés, mais cette difficulté surmontée. Qu'est-ce que je veux traduire par là? Ce que je veux traduire par là, c'est le choix d'une certaine sobriété qui nous a permis finalement d'accéder à ce à quoi on n'accède pas si on n'a pas cette sensibilité. Et cette sensibilité a été très importante dans l'accomplissement de soi. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un lieu qui est beau, il y a un accomplissement de soi. Et on nous disait toujours, mais pourquoi vous ne montez pas votre cheptel, vos chèvres, vos coopératives qui nous tombent dessus? À chaque fois, non, nous avons établi un seuil. Ce seuil, il est en équilibre, qui nous permet à la fois de répondre à nos besoins, plus de jardinage, etc., à nos besoins évidemment matériels, mais il répond aussi à nos besoins intérieurs. C'est pour ça que je me permets non pas de faire un cours magistral sur la question, mais après l'avoir éprouvé, on s'est rendu compte qu'on arrivait à dégager du temps pour faire de la musique, nous sommes tous musiciens, que nous avons pu avoir des activités qui ne soient pas simplement professionnelles, mais qui puissent être des activités d'accomplissement de soi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ce témoignage-là, je ne suis pas non plus pour vous donner des leçons. Et si je reviens dans la réalité du monde d'aujourd'hui, eh bien on se rend compte qu'il y a une aliénation humaine patente, dans le sens où on ne prend pas, au lieu de dire l'humain et la nature au cœur, et on organise la société. Mais en nourrissant l'humain, c'est l'homme de pain. L'homme ne vit pas que de pain. Il vit aussi de la beauté des choses, il vit aussi de la nature, il vit aussi de ce que lui donne la nature, son miracle, sa beauté, son miracle extraordinaire. Quand on sait qu'avec une simple graine de tomate, vous pouvez produire des kilos de tomates, voire des tonnes de tomates, c'est quand même extraordinaire. Alors on se dit, mais pourquoi la prodigalité de la nature est telle, et pourtant, il y a des gens qui meurent de faim. C'est certainement pas parce que la nature manque de prodigalité. C'est parce qu'évidemment, avec ce manque de sobriété, justement, et cette élimination, et cet accaparement, et cette dissipation, fait que le monde est déséquilibré sur une planète qui peut parfaitement nourrir tout le monde. Mais on ne pourra pas nourrir tout le monde si nous restons dans cette avidité en tant que système d'existence et système de différence. Voilà ce que je voulais expliquer par la sobriété. Donc si je vous parle de sobriété, ce n'est pas du tout dans le sens d'une thèse ou d'une antithèse ou de quoi que ce soit.
C'est simplement quelque chose que nous avons éprouvé nous-mêmes et mis à l'épreuve des faits. Et en nous mettant à l'épreuve des faits, on s'est rendu compte qu'on arrivait à dégager il y a un temps de survie qui est nécessaire, des activités de survie. Il se trouve que j'ai hérité d'un père très habile et que je suis habile moi aussi, et que les mains, ce que je déplore aujourd'hui dans l'éducation, c'est qu'en fait les enfants n'éduquent pas leur main. Et je trouve absolument dangereux que les écrans prennent de plus en plus de place. Et où l'enfant, avant même d'être rentré être né à la réalité vivante, il est dans le virtuel. Et étant dans le virtuel, il est en dehors de la réalité. Ce qui fait que notre naissance, ce n'est pas simplement quand nous quittons, le sein de notre mère, la naissance se poursuit. Et aujourd'hui, il y a une chose extrêmement dangereuse, c'est les écrans. Et les enfants accèdent trop vite aux écrans, avant même d'avoir éprouvé, développé leurs mains. Moi, j'ai reçu des stagiaires à la maison, ils étaient tout le temps dans le pansement parce que clouer, taper sur un clou, c'était un problème. Donc quand on arrive à cette confiscation en quelque sorte de l'habilité manuelle, remplacée de plus en plus par la technologie qui nous propose, y compris d'ailleurs les ordinateurs que je trouve magiques, mais il faut aussi que les ordinateurs soient accompagnés de quelque chose qui nous mène dans le monde virtuel, soit compensé par un monde réel. Et si l'enfant est de plus en plus dans le monde virtuel et pas assez dans le monde réel, eh bien, il va se déséquilibrer. Et à un moment, on sait combien les mains sont précieuses. Si l'enfant n'a pas appris à utiliser ces outils primordiaux et absolument extraordinaires, je pense que ce n'est pas bon dans son cursus de vie. Ce n'est pas bon. Donc, à bon entendeur, salut, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense même que l'ordinateur, soi-disant en communication, je prends un train à Paris pour me rendre en Ardèche. Je rentre dans le TGV, wagon archi plein. Et c'est comme si je rentrais dans une chapelle. Silence total. Alors vous avez... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et moi, j'arrivais pas à parler à un voisin, quoi. Je veux dire, c'est ça. En plus, je me suis trouvé... Vous savez, il y a des sièges, 3 sièges, si vous voulez. 3 sièges, et moi, pauvre ami, je me suis retrouvé entre 2 personnes. Donc j'ai complètement disparu. Ce qui me réveille, c'est que c'est totalement injuste. On devrait donner le billet au poids et non pas à la personne. C'est quand même une énorme injustice. Moi, je me retrouve tout le temps floué. C'est pas moi qui ralentit le TGV. Une parenthèse. Alors, quand vous voyez que vous êtes comme ça, avec vos semblables, et que vos semblables sont étrangers à vous, qui sont ailleurs, et qu'on vous dit en plus, ça favorise la communication. Oui, ça favorise la communication et pas la relation. Ça n'a rien à voir. Moi, j'aurais aimé discuter, échanger avec, et bien, silence total, jusqu'au bout. Le seul mot que j'ai dit, pardon monsieur, je dois aller au toilette. Tout ce que j'ai pu dire, tout le trajet, Paris-Montélimar. Donc, sortons de ces illusions. Nous sommes en train de rentrer dans des milieux tragiques. Le transfert, si vous voulez, des activités du cerveau, parce que maintenant on dit mettre en mémoire. Les en plus mettre en mémoire. L'outil sert à mettre en mémoire. Donc la mémoire ne fonctionne plus. Et je suis persuadé qu'il y a des études, malheureusement des gens qui font des études très sérieuses et qui alertent la population, et la population ne réagit pas. C'est-à-dire l'ordinateur étant certes magique, il est utile, je ne nie pas tout cela, mais l'excès, c'est-à-dire son hégémonie, c'est-à-dire son accaparement de l'espace, il rentre de plus en plus dans l'espace de la relation humaine, ne peut pas être
sans préjudice aux fonctions cérébrales elles-mêmes. Je n'y crois pas. On ne me raconte pas d'histoire. Les fonctions cérébrales se modifient. Donc ce qui fait qu'il y a nécessité aujourd'hui de repenser tous ces outils, puisque nous sommes dans une société qui est totalement subordonnée à ces outils. Les outils prennent le pouvoir. Est-ce que vous vous rendez compte que les outils prennent le pouvoir? Et bien, l'autre fois, moi j'ai, après les 13 ans sans électricité, une panne d'électricité. Et je me suis rendu compte que toute la maison se mettait en grève. Il n'y a rien qui fonctionnait. On ne peut plus laver le linge, on ne peut plus cuisiner, on peut plus... Bien que nous, on a pris quand même des précautions pour ne pas dépendre entièrement de l'énergie électrique. Parce que cette énergie électrique qui s'infiltre dans toutes les ramifications de l'organisation de notre système d'existence. Donc nous en sommes dépendants. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on arrive, je vais peut-être m'arrêter à télé, on arrive à une grande question qui est celle de savoir est-ce que nous continuons sur ce paradigme-là avec les inconvénients qu'il comporte, ou est-ce qu'il y a nécessité vraiment de repenser les choses de façon à ce que la nouvelle paradigme. Moi je pense qu'il est urgent, par exemple, dans l'éducation, il puisse y avoir, moi je connais bien, et puis si j'avais les moyens, ma propre fille a créé une école, vous savez, avec les méthodes Montessori, etc. Ils ont créé le hameau des Buis, qui est un premier oasis accompli selon les critères que j'avais déterminés. Les oasis en tout lieu, c'est-à-dire que les gens puissent, une fois qu'il y aura le chômage, il y aura la solitude, il y aura l'exclusion, elle atteindra un niveau très élevé, il faudra bien que les êtres humains se retrouvent et travaillent ensemble et pour créer de la solidarité. Et bien, si vous allez sur Internet, vous tapez le hameau des Buis, c'est la réalisation d'un lieu convivial, une vingtaine d'habitats, une école, un collège, et le tout est organisé aujourd'hui de façon à ce que les êtres humains, en se rapprochant, puissent mutualiser leur savoir-faire, et puissent recréer une solidarité, parce que la solidarité officielle, c'est-à-dire celle des institutions, qui, quand vous êtes malade, vous êtes, quand vous êtes au chômage, vous êtes, je ne crois pas qu'elle perdurera encore longtemps. Pour qu'elle puisse perdurer, il faut bien créer des richesses. Et à un moment, il y aura un déséquilibre entre la quantité de chômeurs et d'exclus par rapport à ceux qui produisent la richesse. Et les richesses ne seront pas suffisantes pour pouvoir assumer le déficit. Donc il y aura des déséquilibres. C'est ce qu'on voit déjà dans les pays voisins. Et quand un pays est en déficit, il a une influence sur les autres, parce que il peut être un client potentiel, mais ce client potentiel étant appauvri, il ne peut pas acheter, etc. etc. Et vous voyez toute la dynamique qui se joue entre les différents pays qui est un peu plus élevée. Tout ça nous amène à réfléchir à existe-t-il une autre façon d'organiser la société, mais il faut s'y prendre assez rapidement, parce que sinon, de dégradation en dégradation, et l'impuissance à répondre à la dégradation peut amener évidemment à la violence. Mais cette violence, elle est déjà engagée. Elle n'est pas pour demain, elle est déjà engagée. C'est simplement que son amplitude risque de prendre beaucoup d'amplitude au fur et à mesure que notre système boulimique, notre système insatiable, aboutira à créer le clan des hyper riches et le reste, jusqu'à, évidemment, dans la hiérarchie, des mamans ou des papas qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Donc nous sommes dans cette organisation. Moi j'ai appris qu'il y avait, il n'y a pas longtemps, qu'il n'y avait que 1500 milliardaires en Europe. Vous voyez, quand vous prenez le ratio entre l'ensemble de l'humanité et les grands possesseurs qui ne sont que 1500, et ceux-là, ils sont connectés. Ils sont dans une solidarité internationale. Donc derrière tout cela, il est impossible que la misère ne puisse pas augmenter dans cette logique. Et ce que l'on voit, moi j'ai toujours prêché le fait qu'il faut maintenant des actes d'autonomie. Quand je dis aux gens, je veux bien me dévouer à beaucoup de choses, et c'est ce que je fais,
Il n'y a qu'une activité qui est non négociable, c'est mon jardin. Mon jardin est non négociable. Tout le reste, je me suis dit, bon, je faisais de la musique, bon, après tout, c'est pas indispensable, je peux m'en passer. Mais je dis, tout ça, je peux m'en passer, ça, je peux m'en passer. Jardin, non. Pourquoi? Bon, parce que le rapport, c'est ce qui me reconnecte à la nature, et je crois qu'il faut multiplier les initiatives qui permettent aux êtres humains, de façon générale et à la société, d'accéder aux biens vitaux d'une façon directe. Et ça, c'est un acte politique. Pour moi, c'est un acte politique. Alors, le paysan qui a toujours été relégué, vous voyez, comme le dernier des derniers, ben, il va falloir coordonner le paysan, en partie. Parce que le paysan, c'est le pauvre type. Celui qui n'a pas réussi. Sauf que quand il n'y a plus rien à bouffer dans les villes, tout le monde se souvient qu'il a un cousin à la campagne. Comme par miracle. Et le pauvre type qui n'a pas réussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment à une espèce de croisée des chemins, une espèce de transition qui, à mon avis, ne peut pas contourner le rapport à la terre, à la nourriture, etc. C'est mon credo absolu. Et si nous sommes nombreux à produire, à répondre le plus directement possible à notre survie, parce que là il s'agit de survie, et si nous arrivons justement à reprendre le pouvoir sur cette survie, passer par le jardin, consommer ce que l'on produit, réhabiliter les semences, parce que beaucoup de semences sont en train de disparaître. Demain, je vais un peu dans le cadre de Cocopédie pour faire un travail magnifique. Sauvegarder les semences, ils ne sont pas les seuls. Mais si on ne sauvegarde pas les semences, qu'est-ce qu'on va donner aux générations futures? Vous avez entendu parler de la quantité d'un double qui se sont décidés suite aux OGM. On a proposé les OGM comme alternative. Vous savez, cet abruti de Bill Gates, il a beaucoup d'argent. Alors il est en train de répandre les autres. J'aimerais bien le rencontrer d'ailleurs aussi. Peut-être qu'il le fait sincèrement, mais il commet un crime énorme. Il rentre à la propagation des OGM pour aider les gens qui ont faim. Alors j'ai appris après qu'il était actionnaire chez Monsanto, donc c'est normal. C'est normal. Mais il commet un crime. Répandre ces chimères, c'est condamner l'humanité à la mort. Et je ne modère pas mon langage parce que j'en suis totalement convaincu. Et que font les gouvernants? Que font tout ça, les accointances, etc., finissent par amener l'humanité dans une forme d'inconscience. Et Dieu sait combien de thèmes ne sont pas compris aujourd'hui par les concitoyens. Je ne suis pas mépris pour ça, mais il n'y a pas de compréhension. Véritablement des enjeux qui sont en train de se tramer aujourd'hui et qui risquent d'avoir des conséquences absolument inédites de toute l'histoire de l'humanité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si on a l'instant des questions ou pas, c'est rien. Je ne sais pas si, je finis toujours par une petite anecdote qui me plaît bien. Et cette anecdote, vous savez, je la situe chez moi, et elle est vraie. Figurez-vous que je me suis trouvé dans un village qui s'appelle Joyeuse, qui est un village juste à côté de chez nous, et j'étais en train de prendre une consommation, une table avec des amis, et à côté, il y avait à l'autre table quelqu'un qui disait « Je dois couper mon bois, mais je suis tout seul. Donc je n'y arrive pas. » Et comme c'était mon cas, je m'approche de lui et dis « Moi aussi, j'ai entendu, monsieur, ce que vous avez dit, mais pourquoi est-ce qu'on se solidariserait pas? Je vais vous aider, et vous m'aider, et puis on résout le problème. » Elle me dit « D'accord, bah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. » Bon, je vais travailler chez lui, je l'aide à couper son bois, on le range. Et pas de tronçonneuse, c'était tout à la main. Et puis, en guise de contrepartie, il vient travailler chez moi. Et on travaille tous les jours, tranquillement, des casse-croûtes, des scies,
des outils tout à fait ordinaires, élémentaires, etc. Et le jour s'achève, et on était exalté. Moi, j'étais totalement exalté. Le coucher de soleil, absolument magnifique. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et le soleil qui descend tout rouge dans cet horizon magnifique. Et il se trouve, cerise sur le gâteau, que sur ce panorama magnifique, c'était l'hiver, c'était l'automne bien avancé, un grand chêne effeuillé, complètement effeuillé. Et ce chêne, ben, il est représenté comme une dentelle sur cette... Et il ajoutait une beauté extraordinaire à ce panorama, à cette vision extraordinaire. Et moi, j'observais ça, je regardais ça en silence. J'étais émerveillé dans l'imaginaire, le coucher de soleil, l'horizon et l'arbre. Et puis j'étais comme ça, quelle belle récompense, que c'est beau. Et j'étais silencieux. Et mon compagnon, il est en train de ranger les outils, il me regarde et il se demande pourquoi je suis comme ça, complètement immobile, et il s'approche de moi. Je ne veux pas rompre le silence. Je prends simplement par la main et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 terres. Vous imaginez le coup de massue que j'ai reçu. Je crois qu'il ne faut pas renoncer à la beauté. L'écologie, c'est de la beauté. C'est sauvegarder la vie, pas seulement la vie biologique. Pourquoi il n'y a pas de succès suffisant dans l'écologie politique? Parce qu'on ne parle pas de beauté. On ne parle pas du mystère de la vie. On dirait qu'on a une pudeur à rentrer dans ce qui nous anime intérieurement. Et que nous restons tout le temps dans des choses qui sont factuelles. Parce qu'il faut être sérieux, il faut être rationnel, etc. Non. Nous, on a des besoins de nourriture qui ne sont pas simplement ni le pain, ni rien d'autre. Ce sont des choses, des maisons qui sont simplement des boîtes à habiter, qui n'ont pas d'âme, c'est pratico-pratique, etc. Et on est rentré dans cette ère de la rationalité qui a une avis qui est évidemment significative et en fait révèle une crise vraiment profonde de l'être humain aujourd'hui. Et moi, cette crise, je crois que c'est la crise du manque de beauté, du manque de sensibilité, du manque d'esprit. C'est une crise de l'esprit, bien plus qu'une crise matérielle. Et il faut maintenant que nous soyons habités intérieurement par ce que nous offre cette planète merveilleuse, ce que nous offrent les étoiles, ce que nous offre le soleil. Tout cela, il faut le savourer, ça nous est donné. Et ça, on ne paye même pas pour ça. Bientôt, peut-être qu'on va payer des taxes sur le paysage, je ne sais pas. Ben ça nous est offert et on n'est pas présent pour l'avenir. Donc l'avenir sera fait de cet esprit et de cette admiration. J'ai fini de vous dire ce que j'avais à vous dire.